Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour cette discussion sur la fabrique d'une écriture avec Éric Faye. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre travail d'écrivain, de votre trajectoire et aussi de votre rapport au réel, qui est la thématique du festival Effraction cette année et qui est aussi une question centrale dans votre œuvre. Vous avez une façon très particulière d'inviter le réel dans votre écriture, justement, on va en parler. Quelques mots pour présenter le cadre de cette rencontre. Je m'appelle Lorraine Malka, j'ai le plaisir d'animer le podcast Assez parlé pour l'école Les mots. Et c'est un podcast dans lequel je demande aux écrivains et écrivaines depuis 3 ans et demi de me raconter comment ils écrivent et la façon dont ce rapport à l'écriture a évolué dans leur vie depuis leur enfance. Donc, avant que ça devienne des livres. Cette année, on a donc la chance d'avoir été invité à enregistrer ce podcast ici en public dans le cadre de ce très beau festival avec vous, Éric Faye. Vous correspondez vraiment totalement à nos thèmes, à la fois sur ce rapport très particulier, très singulier à l'écriture et au réel. Vous avez la particularité d'avoir construit une œuvre prolifique, 35 livres, j'ai compté. Vous venez de publier votre 35e, une œuvre... Certains ont été écrits à deux, à quatre mains. Oui, c'est ça. Et certains n'ont pas été publiés. On le verra et on en parlera parce qu'on est très curieux des livres non publiés avec Assez parlé. Donc c'est une œuvre pour laquelle vous mettez en place, je crois, des processus d'écriture à chaque fois particuliers qui reviennent parfois d'une œuvre à l'autre ou qui au contraire changent du tout au tout. Certains journalistes, quand on lit vos portraits, s'amusent à essayer de trouver des liens, des ressemblances entre vos livres qui sont très différents sur le genre et sur la forme. Vous êtes à la fois essayiste, romancier, écrivain nomade, on peut dire ça comme ça, écrivain voyageur. Personnellement, moi, j'ai été très marquée, plus particulièrement marquée par 2 de vos livres qui ont été très forts dans ma vie de lectrice. Éclipse japonaise et Nagasaki, qui a marqué beaucoup de lecteurs et de lectrices, et pour lequel vous avez reçu le Grand Prix de l'Académie française. En janvier 2023, vous avez publié « Il suffit de traverser la rue ». Je saute forcément plusieurs années. En plus de 30 ans, vous avez vraiment écrit beaucoup. 2023, il suffit de traverser la rue sur les tribulations d'un journaliste confronté à la restructuration de son entreprise. C'est un sujet qui vous va bien, très réaliste, cruel, teinté d'humour noir et en même temps avec ce personnage qu'on retrouve dans plusieurs de vos livres, personnage très ordinaire, un peu monsieur tout le monde. Donc vos livres sont, je disais, très différents sur la forme, mais on entend effectivement votre voix d'un livre à l'autre, votre humour désabusé et vos personnages souvent marginaux, des êtres très ordinaires, parfois un peu ratés, à qui il arrive des choses inattendues. Et puis cette façon très spéciale que vous avez d'aller débusquer l'absurde, parfois le fantastique, voire un peu le cauchemardesque dans des situations très quotidiennes. On va passer 1 heure ensemble. La majeure partie sera consacrée à cette interview qui donnera lieu au podcast Assez parlé. Et si vous avez des questions, notez-les bien pour ne pas oublier. On aura 15-20 minutes à la fin pour que vous puissiez les poser. Alors, j'ai parlé de votre nouveau roman, Éric Faye, et de vos livres plutôt assez récents, mais on va faire demi-tour. Est-ce que vous vous rappelez de la toute première fois que vous avez essayé d'écrire quelque chose ? D'abord, bonjour et merci à tous d'être ici. Cela nous ramène donc peut-être au début des années 70. J'ai commencé à écrire par pure imitation, par volonté de prolonger une collection de livres que j'avais lus in extenso quand j'avais 7 ans, 8 ans. Et je revois l'enfant qui était mécontent d'avoir lu toutes les aventures de cette bande de gamins et de ne plus rien avoir à lire. Donc j'ai essayé moi-même de créer un nouveau tome, d'ajouter un tome à cette petite saga conçue dans la bibliothèque verte pour les enfants de mon âge. Je devais avoir, 8 ans. Voilà. Et
Alors, j'essayais d'imiter le style de l'écrivain, de reprendre les mots qui me paraissaient assez rares, mais qui revenaient, parce que je remarquais qu'il y avait une série de mots que je n'avais pas remarqués dans les manuels de classe ou dans les livres de la bibliothèque qui m'arrivaient de feuilleter, dans les encyclopédies. Je me souviens de certains verbes qui étaient utilisés comme répliquer, rétorquer. Ces mots-là me paraissaient le summum de ce que peut produire un écrivain, d'avoir dans sa besace des mots comme ça que je ne connaissais pas. Et je les utilisais. Donc tout ça procédait d'une volonté enfin, c'était un faux et usage de faux, quoi. J'étais en plein délit par rapport à cet écrivain. S'il avait su que j'écrivais, moi, petit bout de chou dans une chambre à 8 ans, il aurait pu me faire un procès, j'aurais pu finir. Non, il n'y a pas de prison pour les enfants, heureusement. Est-ce que vous vous rappelez des difficultés que vous avez affrontées à ce moment-là? Est-ce que à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte, par exemple, que c'était pas si simple de continuer l'histoire, de la terminer peut-être, de lui trouver une chute, de faire évoluer les personnages? Sans doute. Sans doute, puisque ce n'est pas allé au-delà du premier chapitre. Je regrette de ne pas l'avoir gardé. Ça serait une pièce pour mon petit musée, une pièce intéressante. Par la suite, là, j'avais 7 ans, donc 7 ans plus tard, c'est-à-dire j'ai attendu le double de temps. À 14 ans, j'ai retenté un essai, oui, enfin, un essai romanesque, c'est absurde, une tentative romanesque autour d'une aventure exotique. Enfin, voilà, je n'avais aucune culture de la littérature. Je ne lisais que de la littérature pour enfants, évidemment, ou pour ados. Et c'était vouloir mettre la charrue avant les bœufs, évidemment, de vouloir écrire avant d'avoir lu, d'une certaine façon, avant d'avoir, comment dire, avant d'avoir digéré l'histoire de la littérature, d'avoir digéré les grandes étapes qui font qu'on ne peut pas écrire de la même façon à la fin du XXe siècle qu'on écrivait au XVIIIe ou au XIXe. Voilà. On en a un petit peu discuté avant la rencontre. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas forcément dans votre famille de figure tutélaire d'écrivain. Donc ce qui vous démangeait, c'était vraiment d'inventer des histoires, d'écrire. Là, on reste vraiment sur l'époque de l'enfance. Ce n'était pas, de devenir écrivain. Vous n'aviez pas de fantasme là-dessus. Donc, ma mère était professeure de français et les livres, la bibliothèque, tout ça faisait partie vraiment du décor familial. Mes parents lisaient, sans excès, mais ils lisaient de la littérature, de la bonne littérature. Il y avait des encyclopédies, beaucoup de dictionnaires. Ça, c'était très, très important pour moi. Les grands dictionnaires Larousse des années 30 étaient présents en 6 volumes. Et j'ai passé des années à recopier des articles de ces sortes d'encyclopédies. Hein. Je me plongeais dedans. Ça comptait beaucoup pour moi, les encyclopédies. J'ai toujours chez moi cette collection qui était éditée dans une sorte de cuir rouge qui s'appelait Tout l'univers, qui était une encyclopédie pour la jeunesse illustrée avec des gravures, des dessins. Et j'ai lu les 21 volumes. J'ai lu, relu, et j'étais convaincu de tout savoir, puisque l'encyclopédie était censée refléter l'état du savoir à une période donnée. Ouais. Ensuite, non, il n'y avait pas de figure d'écrivain dans la famille. Ça peut paraître très, très curieux.
ça peut sonner prétentieux ce que je vais dire, mais j'étais écrivain. Enfin, je n'avais pas besoin d'avoir un éditeur et de publier. Je me sentais... j'ai toujours eu envie d'écrire et on n'a pas besoin de lecteur, on n'a pas besoin d'éditeur pour être écrivain. C'est une sorte d'état d'esprit, je dirais. Cet état d'esprit m'a toujours habité, cette nécessité de créer un univers ou une mécanique, des personnages, des histoires avec des mots, m'a toujours habité, donc depuis l'âge de 7-8 ans, depuis l'âge où on arrive à former des phrases et avoir où on commence à être impressionné par des lectures qu'on a faites soit en classe, soit chez soi. Donc apparemment, justement, ce qui vous donnait envie d'écrire, c'était de lire et d'avoir envie de poursuivre ou d'imiter le geste ou les histoires. Est-ce qu'il y avait Initialement, aussi... oui. Et comment ça a évolué justement ça? Est-ce que le réel, puisque c'est l'une des thématiques de cette rencontre, est-ce que ce qui vous arrivait dans la réalité ou ce que vous observiez autour de vous était aussi une matière qui vous donnait envie d'inventer des histoires? Quand on est un bout de chou de 8 ans ou un ado de 14 ans, non, absolument pas. Non. C'était vraiment... je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai grandi dans l'idée que la littérature était avant tout une forme de voyage, une forme d'évasion, de conquête, de ce qui allait au-delà des limites de notre vie quotidienne. Pour moi, c'était... il y a une citation dans le livre de l'intranquillité de Pessoa, la littérature comme toute forme d'art est l'aveu que la vie ne suffit pas. Et je crois que c'était ce qui m'imprégnait déjà, c'était d'inventer une forme de supplément magique ou cauchemardesque, peu importe. En tout cas, de supplément à ce que la vie, le quotidien que je pouvais vivre ou que les adultes vivaient autour de moi pouvaient vivre. C'était cet espace de conquête, de augmenter le réel. On ne parlait évidemment pas de réalité augmentée dans les années 70 ou années 60, mais il y avait cette volonté d'aller d'inventer une littérature qui ne participait absolument pas du témoignage ou de la description qu'est-ce qu'on appelle le réel, disons du cadre dans lequel on connaît le réel, parce qu'il y a 1 milliard de formes de réel, bien sûr. C'est par la suite seulement que, en me formant une culture littéraire, j'ai été convaincu, évidemment, en tant que lecteur, de ce que la littérature pouvait être une forme de témoignage, pas uniquement, ce n'est pas du journalisme, hein, ce dont je parle, tout en étant un art, pouvait être un reflet, un témoignage, un regard sur une réalité. C'est par la suite seulement que je l'ai repris à mon compte pour partie dans ce que je me suis mis à écrire. Alors, on en vient au premier manuscrit peut-être sur lequel vous êtes allé au bout de l'histoire. On a un objet ici sur cette table qui est assez imposant et impressionnant. Est-ce que vous voulez nous en parler maintenant ? Je ne l'ai pas pesé avant de venir, je voulais le peser. Regardez bien, c'est le livre le plus gros que j'ai jamais écrit, et je vous promets de ne plus jamais rééditer ce genre d'exploit. Ça m'est venu à l'âge et surtout, vous promettez qu'ils ne l'auront pas entre les mains, ce livre, puisqu'il n'a pas été publié. C'est 500 pages, un premier roman qui m'est venu à l'âge de 20 ans.
Disons, pour schématiser un roman historique sur... j'étais passionné d'histoire, et sur l'histoire de la Grèce dans les années 40, la dictature, la guerre en Grèce, la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre civile en Grèce à la fin des années 40. C'est dans ce contexte-là que se déroule ce premier roman qui n'a pas été publié, qui a obtenu quelques lettres de maisons d'édition assez favorables, mais qui, heureusement par chance, ils n'ont pas été assez écervelés pour aller jusqu'à la publication, parce que je m'en mordrais les doigts. C'est l'âge où on fait ses gammes. Moi, je n'avais aucune maturité dans l'écriture, et aussi dans la construction, et aussi dans... Disons que mon regard, mes choix littéraires n'étaient pas aboutis. Bien sûr, ils sont... Tant qu'un écrivain bouge encore, je pense que son regard littéraire est toujours un work in progress, mais il y a un certain âge où votre regard commence à se stabiliser et où vous savez ce qui est littérature, ce qui n'en est pas, quels sont vos choix, quitte à les faire lentement évoluer. Mais à cet âge-là, je n'avais... Franchement, je mettais la charrue avant les bœufs. J'écrivais avant d'avoir vraiment lu. J'aurais dû avaler 3 ou 4 bibliothèques avant d'écrire ce livre. Et peut-être que là, quelque chose de plus probant. Je l'ai tapé à la machine à écrire de mes parents. Il faut que, en fait, on ne va pas le faire circuler. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'à la fin de la rencontre, les personnes viennent? Parce que c'est tapé à la machine et c'est vraiment très... voilà, on le voit. Oui, il faut imaginer le travail à la machine avec le blanc. Enfin, c'est formidable. J'ai eu, après mon premier essai publié chez Corti, a été tapé à la machine également. Et c'est vrai que faut-il regretter la machine à écrire? C'est un débat qu'on peut avoir entre écrivains. J'ai même un ami écrivain qui continue à 60 ans passés à taper ses manuscrits à la machine. C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'on n'aborde pas le... C'est le travail de la réécriture, de la marche arrière. Avant de taper un texte à la machine à écrire, il faut l'avoir déjà... J'écrivais évidemment à la main au préalable. Et longtemps, j'ai écrit à la main sur des vieux cahiers. Mais quand on tape à la machine... Disons qu'on sait qu'on ne pourra plus trop reculer. Il sera difficile de refaire une page. Ça sera beaucoup de temps, beaucoup de... les corrections avec le blanc étaient d'une telle imprécision et ça demandait tellement de travail qu'on rechignait à revenir par la suite sur ces phrases. Et le but était malgré tout d'aboutir à un manuscrit qu'on pouvait envoyer par la poste à des éditeurs. Maintenant, que voulez-vous, on peut en quelques secondes, on peut tout effacer, on peut refondre les phrases, tout est en retravail constant. Et d'ailleurs, bientôt ou déjà, il n'existera plus de manuscrits d'écrivains ou d'étapes intermédiaires. On ne verra que le résultat, le livre. Vous pensez que ça, quand vous repensez à cette époque où vous écriviez ce livre, qu'est-ce que ça change par rapport à aujourd'hui? Est-ce que c'est une histoire de concentration, le fait justement d'écrire une page sur laquelle on ne pourra pas revenir est-ce que c'est pas la même concentration, par exemple? Avec l'ordinateur, il n'y a pas cette sensation de non-retour, c'est de relatif non-retour, de provisoirement définitif. C'est toujours évolutif ce qui est tapé à l'ordinateur. C'est l'illusion qu'un texte peut toujours changer, s'améliorer, être refondu. Et à certains moments, d'avoir l'étape du ruban, de la machine à écrire, le petit bruit du chariot et de la machine et des touches, il y avait quelque chose de grave, brutalement. Un instant qui était crucial parce que il fallait, je regardais chaque mot peut-être beaucoup plus attentivement qu'avec l'ordinateur. Et je me souviens de Maurice Nadeau, que j'avais entendu parler de ses mémoires. Et
Maurice Nadeau, qui avait déjà dans les 80, plus de 90 ans quand il en parlait, disait que c'était le premier livre, enfin, qu'il avait conçu sur ordinateur et qu'il avait des regrets parce que tout était allé très vite et il ne s'était pas aperçu. C'était un peu comme vous savez, les tapis roulants sur lesquels on avance on croit marcher d'un pas normal, mais en fait, on avance à 7 ou 8 km/h, beaucoup plus vite. Et on ne s'aperçoit pas du chemin qu'on fait. C'est une sorte de piège de la vitesse. La machine à écrire induisait, oui, quelque chose d'un petit peu solennel à chaque instant. Au moment où on passait de l'écriture manuscrite à la frappe. Voilà, c'est ce souvenir-là. Et avec les regrets, et comment refondre un chapitre dont on était mécontent, c'était un travail énorme. Donc il y avait beaucoup plus de travail sur cahier, avec des ratures, voilà. Mais pendant longtemps, j'ai continué à écrire à la main. Ça m'arrive encore parfois d'écrire d'abord sur cahier, d'avoir des processus très longs d'écriture à la main sur des vieux cahiers, des cahiers de brouillon, enfin. Ça fait beaucoup plus travailler le fait de recopier, d'avoir un protocole assez élaboré de strates différentes d'écriture, fait qu'avant d'arriver à l'ordinateur, il y a eu des phases de sédimentation ou de décantation essentielles. Et c'est pour ça que j'essaye d'éviter de passer directement au travail sur ordinateur. Ce qui est marrant, c'est que ça devrait justement être plus intimidant quelque part, et donc on devrait aller plus à l'économie avec une machine à écrire où on a finalement... ça devrait rendre moins bavard. Et là, visiblement, ça ne vous a pas empêché. Non, mais j'avais 20 ans, j'étais amoureux, je voulais épater une jeune femme qui a complètement disparu de mon horizon. C'est pour ça que j'ai fait ces 500 pages. Voilà, c'était aussi le moteur. Vous savez, quand à cet âge-là, on a une énergie stupéfiante. Mais c'est vrai que c'est une dimension romanesque que je n'arrive plus à retrouver. Il n'y a qu'à... voilà, vous avez le premier et le dernier. Non, mais en volume livre imprimé, ça ferait 3 fois plus, cela. Et je n'aime pas les textes de fiction... comme lecteur, je suis un grand lecteur d'amples romans ou de sagas, mais comme écrivain, j'aime bien avoir la maîtrise. Je ne suis pas je préfère en musique les petits orchestres de chambre baroques aux grandes cavaleries symphoniques, et c'est un peu pareil comme écrivain. Je préfère travailler avec un quatuor, diriger un quatuor qu'un orchestre symphonique. Avoir trop de personnages, avoir trop de strates de narration, je perds les pédales assez vite. Donc vous l'avez envoyé à des éditeurs. Vous nous avez vous nous avez apporté aussi d'autres objets de votre musée personnel, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont des lettres de refus d'éditeurs que vous collectionnez. Oui, il ne faut jamais croire un écrivain qui vous dira qu'il a été publié de but en blanc. Ça arrive, mais c'est assez rare. Et il y a une période intéressante où j'avais l'impression de faire antichambre avant d'être réellement publié. Et j'ai collectionné, j'ai gardé les lettres de refus. Et parfois, maintenant, quand je suis publié, quand j'ai l'impression d'avoir des périodes de découragement ou de ne pas obtenir dans la vie d'écrivain ce dont je rêverais, je feuillette les lettres de refus des années 80, 90, début 90, avant d'avoir trouvé mes premiers éditeurs, José Corti notamment, Le Serpent à plumes par la suite, et ensuite Stock et Le Seuil. Je me suis
c'est intéressant de garder les lettres de refus. D'abord, pour les jours où vous planez, où la modestie vous échappe, ça vous remet un peu dans le réel, justement, puisqu'on parle de réel. Et puis, ça permet de se rappeler que la littérature n'est pas une science exacte et qu'il y a beaucoup de... Le principe d'incertitude est très présent dans le jugement littéraire. Est-ce que je peux parler d'un ou deux exemples ? Non, j'avais un manuscrit que j'avais envoyé au Seuil. Il se trouve que je suis publié maintenant au Seuil. Et la lettre de refus était signée en plus d'un prix Goncourt, Patrick Grainville. Et ça m'a doublement fait un coup d'être refusé par un prix Goncourt. Mais c'était avec certains égards. Mais malgré tout, c'était un refus clair et net. C'était pour un manuscrit qui est devenu par la suite le livre « Je suis le gardien du phare », qui a eu un bon succès d'estime chez José Corti, qui a eu le prix des Deux Magots, qui a été édité en poche et qui a eu une bonne presse. Et notamment un article dans le Figaro signé Patrick Grainville, qui manifestement ne se souvenait pas que 3 ans plus tôt, il avait refusé ce qui était peu ou prou le même texte. Alors, j'ai croisé Patrick Grainville dans les couloirs du Seuil, mais je ne lui en ai jamais parlé parce que je pense que, sans faire injure à sa mémoire, il s'est passé plus de 25 ans et je pense qu'il a complètement oublié les détails de la gestation de mon livre et de savoir s'il avait oublié ou pas ce texte-là, peu importe. Mais enfin, c'était intéressant. J'oublie de dire que l'article du Figaro signé Grainville était très élogieux. Et il n'y avait plus les remarques un peu... Est-ce que vous pouvez nous lire sa lettre de refus ? Elle est assez courte, sauf si c'est... Votre roman nous a séduit dans ses premières pages. L'idée, le ton, le charme. C'était un nous de majesté, hein, parce que nous a séduit, il n'a pas mis de S à séduit. Certes, il s'agit du roman de la vacuité et de la solitude, mais vous remplissez, nous semble-t-il, le vide avec des matériaux inégaux. Au bout d'un moment, le propos piétine ou vagabonde dans des variations faciles. Il y a de jolies choses, mais les interventions de l'auteur sont un peu insistantes. Le style cède, sans doute volontairement, à des clichés, des sentences toutes faites. Cela manque parfois d'intensité, de densité dans les mots. Un peu bavard, ce phare, en référence au titre qui était Le gardien du phare. Voilà. Non, mais et alors, il y a une deuxième expérience. Moi, j'aimais quand même une hypothèse. Peut-être que Patrick Grainville a voulu avoir un geste d'élégance qui serait tout à son honneur, peut-être d'avoir regretté de ne pas avoir défendu ce texte lui-même. Cela pourrait tout à fait lui correspondre. Alors, c'est pas du masochisme, mais il m'est arrivé en 2006 de faire une expérience. J'avais depuis longtemps mon éditeur, Jean-Marc Roberts, chez Stock, éditeur fidèle qui avait réussi à m'imposer. J'avais toujours... Bon. Et en 2006, cela faisait une douzaine d'années que je publiais de la fiction. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Avec une amie qui habitait Poitiers, j'ai utilisé son nom et sa boîte aux lettres, mais en mettant un prénom masculin. Et je lui ai fait envoyer un de mes manuscrits qui allait paraître 3 mois plus tard chez Stock, qui avait été avalisé par l'éditeur, qui par la suite a une presse normale, correcte, qui a trouvé ses lecteurs et tout. Bon. Et j'ai envoyé ce livre comme anonyme, comme primo-romancier, comme on dit, à plusieurs grands éditeurs qui ont tous refusé en faisant des lettres absolument impersonnelles. Et ça vous rend modeste et ça... C'est assez dur, je dois dire, sur le coup, mais ça... Voilà, c'est ça aussi, le monde de l'édition, le monde de l'écriture. Alors, le paradoxe, c'est que les éditions Gallimard avaient refusé ce manuscrit-là. Et moins d'1 an plus tard, les mêmes éditions Gallimard ont publié dans leur collection de poche, Folio,
le livre qu'ils avaient refusé. Alors bon, évidemment, ce ne sont pas les mêmes éditeurs, le même regard, mais enfin voilà, le seul de mes livres qui a été publié dans la collection de poche de Gallimard Folio est précisément celui que Gallimard avait refusé. Donc ça, voilà, ça égaye la vie d'écrivain au moment où on se croit trop heureux, quoi. Voilà. Vous êtes devenu ensuite journaliste. Est-ce que vous diriez que ça a été vous me disiez avant l'entretien que ça avait été comme une école du réel pour vous. Je disais en introduction, vous avez un rapport au réel très singulier. Moi, la façon dont je le ressens, c'est en tout cas en tant que lectrice, on a l'impression que tout est, enfin en tout cas dans plusieurs de vos livres, on a l'impression que tout est très ordinaire, très quotidien, très réaliste. Et puis, il y a des petits signes discrets qui nous montrent qu'on est en train on se demande finalement, est-ce qu'on est en train de cauchemarder, est-ce qu'on est dans le réel ou est-ce que les choses ne sont pas en train de glisser tout doucement. Et c'est assez angoissant parfois. Donc, vous avez quand même voilà, vous disiez, qu'est-ce que c'est que le réel? Justement, on peut en parler. Est-ce que déjà cette expérience en tant que journaliste vous a fait vous frotter au réel d'une façon importante pour vous, initiatrice? Alors j'ai travaillé dans la presse, effectivement, ça a été mon métier salarié pendant une trentaine d'années, comme dans une agence de presse, c'est-à-dire il s'agit de journalisme de presse écrite, l'agence de presse étant l'exercice même de la concision, de l'effacement de sa personnalité. On écrit de façon très impersonnelle. C'est un style, une écriture plutôt qu'un style très codifié qui doit répondre aux questions essentielles, qui doit apporter des réponses claires à tout ce que cherche un lecteur et amener progressivement les éléments pour permettre au lecteur une compréhension progressive, très synthétique, sans faire dans le pathos et dans la graisse, de tel ou tel fait divers ou événement. C'est une bonne école. Il y a un tronc commun dans entre l'écriture journalistique et l'écriture de l'écrivain. C'est la recherche du mot juste, car on n'a pas toujours conscience de la réelle définition des mots. Le besoin d'aller sans cesse dans le dictionnaire pour vérifier. La recherche de la concision, ce qui n'empêche pas en tant qu'écrivain de développer certains points, mais savoir aller à l'essentiel, ne pas faire un peu le travers de certains écrivains du 19e siècle qui devaient rendre des copies pour le journal du lendemain et qui tiraient à la ligne pour gagner de l'argent, parce qu'on leur demandait 6000 signes pour le lendemain et qu'il fallait pisser de la copie, pour parler poliment. Et c'est ça, c'est l'école de journalisme. Et ensuite, l'apprentissage du journalisme sur le tas a été très utile dans ma formation d'écrivain. Par ailleurs, même si je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à être publié chez José Corti, cela faisait déjà 3 ans que j'écrivais dans une agence de presse et j'ai eu un certain mal à retrouver ce qui était à trouver ma phrase, à trouver mon ton, à trouver ma liberté. Parce que c'était une sorte de corset, l'écriture d'agence de presse. Il fallait que je réussisse à reconquérir ma liberté intérieure, ma liberté de création, ma musique, retrouver une certaine musique. Et là, il y a eu divergence. Mais c'était un peu comme de la même manière qu'à une certaine époque, je tapais au travail sur un clavier anglo-saxon et chez moi sur un clavier d'ordinateur français. Et les doigts, instinctivement, en 2-3 secondes, retrouvaient la mémoire du clavier. Et de la même façon, quand j'étais à l'agence de presse, j'écrivais, je retrouvais ce style extrêmement, qu'on dirait, sec, impersonnel. Et dès que je passais chez moi, dès que j'endossais
le costume d'écrivain, je changeais d'écriture. Mais demeurait malgré tout ce tronc commun dont je parlais, d'avoir dans la littérature, on peut tout se permettre à partir du moment où on est passé par cette école, où on passe en permanence par ce filtre cette quête du mot juste et de la concision. Après, on peut faire moduler, chercher un style différent. Mais il est utile d'avoir ce tamis-là à l'esprit en permanence, je dirais. Ça rappelle, ce que vous dites là, ça rappelle beaucoup le narrateur de Il suffit de traverser la rue, qui est donc dans cette agence de presse et qui rêve de devenir, enfin qui est poète à ses heures perdues et qui attend enfin la libération, de sortir de cette entreprise dans laquelle il se sent très quand même, enfin voilà, qui est vraiment la cruauté moderne du management actuel. Et en fait, il se demande finalement si une fois sorti de cette contrainte-là, il a cette phrase que j'ai notée: la poésie a-t-elle encore des raisons d'être lorsque l'on a atteint la zone libre? C'est un peu ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire... Oui, alors ça, c'était pendant 30 ans, j'ai mené cette double vie, l'écriture journalistique et l'écriture littéraire. Cette double vie au niveau de l'organisation du temps, de l'organisation de la gestion de l'énergie intérieure. Et je pensais souvent à ce que racontait Gabriel Garcia Marquez du temps où il travaillait comme journaliste pour des journaux colombiens, latino-américains, à Paris dans les années 50. Il travaillait toute la sainte journée, il était épuisé. Et le soir, au moment où il tombait de fatigue, où il n'avait qu'une envie, c'était de dormir, il avait une belle expression, il disait « c'était l'énergie du désespoir qui me poussait à écrire pour moi de la fiction ». Et pendant 30 ans, ça a été un peu mon mantra, cette phrase de Garcia Marquez. C'était l'énergie du désespoir. J'avais l'impression que le salariat, quel que soit l'intérêt que je portais au journalisme, j'avais l'impression que le salariat, la nécessité de gagner sa vie, m'empêchait, me volait ma vie. Et chaque livre était pour moi une conquête en faveur de ma liberté intérieure. Voilà. Et à partir du moment où, il y a 3 ans et demi, je me suis retrouvé licencié dans le cadre d'un plan de départ volontaire, la question s'est vraiment posée en moi, est-ce que j'aurai toujours en moi le ressort est-ce que j'aurai toujours cette énergie du désespoir, puisque je n'ai plus le sentiment qu'on me vole ma vie. Maintenant, je suis devant c'est un peu l'heure de vérité. Est-ce que je vais persister à vouloir écrire de la littérature? Le fait est, puisqu'il y a eu ce livre, et il y en a eu déjà un autre, que oui, ça, la source n'a pas tari, heureusement. Aujourd'hui, quel est votre rapport au réel dans l'écriture, dans le sens, est-ce que c'est ça qui vous donne, est-ce que vous cherchez des histoires autour de vous en permanence? Est-ce que vous êtes tout le temps en train d'être à l'affût de bonnes histoires vraies? Parce qu'il y a plusieurs de vos livres, je citais en introduction Éclipse japonaise et Nagasaki notamment, ce sont des livres qui sont tirés de faits réels et voilà, ça nous met, nous, lecteurs, dans une situation où on se dit « mais c'est pas possible, c'est vraiment vrai, ça ?» Est-ce que vous êtes tout le temps en train de chercher des histoires vraies autour de vous qui sont complètement... Tout le temps, non, ça serait... Non. Il est vrai que... Alors, le lien entre l'agence de presse et la littérature, pour moi, c'était parfois très concret. C'est-à-dire que j'avais accès à toute la presse et à, tous les jours, énormément de dépêches, ce qu'on appelait notamment des dépêches, des informations insolites, des faits divers étranges. Et il est arrivé plusieurs fois que le travail d'agencier me fournisse des sujets
d'écriture. Ça a été le cas, par exemple, d'une affaire de disparition d'une jeune femme dans Paris dans les années 90 qui a donné lieu à une longue nouvelle, Les Lumières fossiles, qui par la suite s'est doublé d'un roman qui s'est appelé Les cendres de mon avenir. Ce même fait divers a rayonné dans 2 livres, voire un 3e dans lequel le personnage de la disparue réapparaissait, disons. Et par la suite, oui, effectivement, le fait divers japonais qui m'a inspiré le petit roman Nagasaki. Ça a été dans la vie d'écrivain, c'est extraordinaire quand on tombe par inadvertance, par hasard, sur un fait divers, quelque chose qui fait qu'il y a un avant et un après. Je savais, j'ai travaillé sur ce fait divers que j'ai relu encore il y a quelques jours. Ça consistait en 3 paragraphes d'une agence de presse. Je l'ai traité et je l'ai imprimé aussitôt pour le garder pour moi. Et quelque chose, c'était une sorte d'émotion très particulière. Et je sentais bien que ce fait divers allait me mener quelque part. J'allais vouloir écrire, mais initialement, je pensais que comme je suis un grand auteur je suis un auteur friand j'aime bien écrire des nouvelles. Je pensais écrire une petite nouvelle de 10 ou de 15 pages, comme il m'arrivait assez régulièrement pour des recueils que je publiais chez José Corti. Et ça a donné un court roman qui s'est appelé Nagasaki autour d'un fait divers. Mais le réel, je ne sais pas ce qu'on appelle le réel, mais le réel, je me suis retrouvé sur des plateaux de télévision pour des faits divers avec des gens comme Emmanuel Carrère. Et on constatait très vite qu'on ne traitait pas le réel de la même façon. Je pense à son livre qui s'appelait L'adversaire, sur un fait divers terrible. Et moi, je venais avec un fait divers de disparition de la jeune femme dont je parlais. Et lui, prenait un fait divers pour le creuser, pour l'approfondir, pour enquêter sur la psychologie des protagonistes ou du principal protagoniste. C'était l'affaire Roman, en l'occurrence. Moi, c'était différent. C'était le fait divers me servait, c'était l'image du tremplin pour aller vers une autre réalité, pour aller vers une autre dimension qui était la dimension de la littérature. Et le réel me servait peut-être à quitter le réel, à quitter la dimension enquête pour apporter un regard, apporter d'autres dimensions. Dire que c'était le passage à la littérature, c'est très abstrait et c'est très difficile à définir. C'est-à-dire, passer à une dimension littéraire, c'est apporter un regard personnel. Ça peut être par une certaine subjectivité. Ça peut être un peu comme les photographes mettent des filtres ou règlent une certaine profondeur de champ en photographiant non pas tout ce qu'ils voient, mais juste un segment de ce qu'ils voient. En littérature, on peut faire ça assez facilement. Aussi en choisissant l'angle de vision, c'est-à-dire ça peut être l'absurde ou d'une situation ou la dimension fantastique. Et j'aimais bien les faits divers pour rebondir vers autre chose, comme si ce tremplin m'emmenait vers mon propre imaginaire, acquérir une certaine vitesse en y greffant mon regard, voilà. Et ça donnait quelque chose de très différent. Je ne cherchais absolument pas à savoir ce qui était arrivé au personnage, à la femme disparue dans le fait divers utilisé pour une nouvelle. Je ne cherchais absolument pas à savoir ce qui était arrivé à la protagoniste du fait divers japonais. Surtout, il fallait que je me coupe. À partir du moment où j'avais recueilli un fait divers, je voulais surtout ne rien savoir d'autre. Voilà. On va bientôt passer aux questions du public. J'aimerais simplement que vous disiez en quelques mots quel était ce fait divers qui vous a... Enfin, ou plutôt que vous racontiez l'histoire de Nagasaki
Je pense qu'en quelques mots, déjà, on peut saisir un petit peu de ce dont vous êtes en train de parler, cet endroit du réel dans lequel vous nous emmenez, qui est toujours à la frontière avec ce que moi j'appellerais un peu un rêve cauchemar. Oui, ou alors une forme de réalisme magique, peut-être. J'étais un grand lecteur de réalisme magique, flamand ou sud-latino-américain, et ça doit avoir imprégné certains récits. Alors, le fait divers que j'avais vu consistait en peu de choses. C'était un homme, un célibataire dans une grande ville japonaise, avait l'impression que des objets se déplaçaient ou disparaissaient de sa cuisine entre le moment où il partait au travail et le moment où il rentrait chez lui en fin d'après-midi. Si bien qu'il finissait par installer une webcam qu'il pouvait consulter depuis son poste de travail. Et il faut dire, alors la dimension réaliste magique était facile à introduire parce qu'au Japon, contrairement à chez nous, tout le monde, par définition, tout japonais, ça fait presque partie de l'identité japonaise. Les Japonais croient aux fantômes. Enfin, ça fait partie de la vie, c'est évident. Pour eux, on ne va pas contester ça. On ne demande pas aux gens « est-ce que vous croyez aux fantômes ?» Ça serait comme si on demandait aux gens ici « est-ce que vous croyez à l'existence de l'atmosphère que vous respirez ?» Non, c'est pas une croyance, c'est un fait. Voilà. Et donc, il voulait malgré tout voir ce fantôme ou voir quelle apparition se produisait chez lui. Et effectivement, un jour, il le voit, une silhouette féminine traverser sa cuisine, reparaître, si bien qu'au bout d'un certain moment, il avertit la police qui intervient chez lui, arrête cette femme, l'interroge. Et la deuxième partie donc de ce qui est le roman consiste c'est la voix de la femme qui raconte pourquoi elle est arrivée à s'introduire dans cet appartement, non pas ponctuellement, mais elle avait réussi à vivre dans cet appartement depuis 1 an, dans une pièce qui était inutilisée. Les Japonais ont des placards à futons assez profonds pour pouvoir ranger les nattes, et elle s'était installée là, et elle y vivait, comment dire, de façon symétrique, enfin contraire à l'homme. Quand l'homme quittait la maison, elle quittait sa pièce, le placard, et elle s'installait, elle connaissait ses horaires, tout, et elle se repliait dans le placard quand il réapparaissait. Voilà, et j'en ai tiré une sorte de roman à 2 voix, avec unité de lieu, unité de temps presque, qui d'ailleurs... quelqu'un m'a dit un jour, mais tu n'avais pas réussi à écrire du théâtre, mais ce roman-là, c'est du théâtre d'une certaine façon. Et ce roman-là a été adapté au théâtre là, en ce moment, là, dans un théâtre parisien. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant, cette alternance, ce duo entre l'homme et la femme, avec toutes les questions que l'un et l'autre se posent sur cette cohabitation de l'homme étant un célibataire endurci, voit dans cette femme plus ou moins fantomatique celle qui aurait pu être sa compagne. Voilà, c'est une réflexion sur la solitude contemporaine. Voilà, et ce qui est saisissant, c'est aussi ce désarroi que ressent votre personnage en apprenant qu'une femme a vécu chez lui à son insu pendant plus d'1 an. Enfin, voilà, il y a vraiment c'est vraiment saisissant. C'est passé très vite. On va faire circuler un micro pour les questions du public. Oui, monsieur. Est-ce que je donne mon micro ou est-ce que non? D'accord, super. Donc n'hésitez pas. On a un petit moment. Oui, alors merci pour votre intervention très intéressante. Alors je me présente rapidement. Moi, je me définis actuellement comme un écrivain amateur. Mais jusqu'à présent,
toujours refusé. Donc je me trouve dans la situation où vous étiez, je ne sais pas il y a combien d'années, et c'est une situation qui m'interroge et j'essaie de comprendre. Alors la question que je me pose, c'est quel est le déclic? Alors je précise quand même que j'ai été reconnu par des milieux universitaires, hein, ma thèse a été reconnue, jamais pas comme écrivain amateur. Et donc je m'interroge sur ce déclic, à savoir le mécanisme que vous avez connu, qui fait qu'on passe de l'absence de reconnaissance, des refus constants, à un jour merveilleux où on est enfin accepté. Hein. Alors je m'interroge sur ce déclic, et qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un champ à l'autre? Est-ce que c'est qu'on n'a pas encore trouvé son style? Est-ce que le thème n'est pas adapté? Est-ce que ce n'est pas le bon éditeur? Est-ce que c'est une question de hasard, de travail? Donc voilà la question que je me pose. Comment est-ce que vous avez d'abord analysé votre propre déclic et comment vous voyez ce passage, hein? Comment vous analysez? Est-ce que vraiment ça peut s'analyser, hein? Voilà ma question. Oui, alors il faut savoir se poser les bonnes questions sans s'autodétruire, sans que ça mine trop votre confiance en vous. J'avais la chance d'avoir une sorte d'obstination, de conviction intime que il fallait que ça marche, ça marcherait. Je ne peux pas l'expliquer, ce n'était absolument pas une sorte d'instinct de supériorité. Dieu sait si je manque de confiance en moi dans la vie, mais malgré tout, j'étais habité par cette sorte de... Alors c'était un paradoxe, parce que je recevais beaucoup de lettres de refus, et en même temps, j'avais cette sorte d'étrange assurance que de toute façon, tout marcherait, ça finirait par marcher. Alors, il y a eu des moments, évidemment, curieux. Alors, il faut essayer de... J'avais apporté là une lettre, je ne sais plus si ça se fait encore aujourd'hui. C'était une lettre de refus de 1987 de Flammarion, où l'éditrice avait eu la gentillesse de me joindre pour mon édification personnelle 2 rapports de lecture qui avaient été faits sur mes textes. Et j'ai essayé d'en tirer le maximum, de réfléchir, d'en parler autour de moi. C'était très intéressant. Je crois qu'il faut essayer de voir, de lire beaucoup et de voir si on a atteint une certaine maturité et si ce qu'on présente est vraiment ce qu'on veut voir abouti. Est-ce qu'on a fait assez de chemin en soi, ou est-ce que, après tout, il n'est pas... A posteriori, je considère que les années de refus étaient une sorte de phase d'apprentissage où je faisais mes gammes, et c'était assez utile. Ensuite, comment est-ce qu'on en sort ? Je pense qu'à force de lire, à force de se former un regard, on sait mieux quel univers on veut mettre en place, quel style on veut défendre. Dans les années 90, j'avais la chance qu'il existe encore, ça doit encore exister, mais j'y prête moins attention, des revues qui publiaient des nouvelles d'écrivains reconnus ou des nouvelles inédites. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, les éditeurs ne veulent pas prendre le risque de me publier comme primo-romancier. Essayons dans des revues de nouvelles. Ça sera un exercice intéressant. Il n'y aura pas d'enjeu financier pour les éditeurs des revues. Je peux passer, voilà. Et ça a été une tactique payante. J'ai réussi à imposer quelques textes comme ça dans des revues qui étaient assez peu lues, mais en termes de confiance personnelle, c'était énorme. Et d'autant plus qu'on n'a pas tellement le temps d'en parler, mais
J'aime beaucoup écrire des romans, mais j'aime aussi, c'est mon combat, parce que j'aime beaucoup les causes perdues, j'aime beaucoup défendre la nouvelle comme genre littéraire. Je trouve que c'est passionnant. Et en plus, ça n'intéresse strictement personne. Donc c'est intéressant, parce on essaye de faire du prosélytisme, de convertir les lecteurs qui adorent les romans ou les récits de voyage. On essaye en permanence de leur dire, mais vous savez, il y a aussi la nouvelle, ça peut être passionnant. Bon. Et toujours est-il que il faut essayer peut-être de publier des nouvelles, mais pas essayer de publier des recueils de nouvelles. Ça, parce que là, même si ça, aucun éditeur, enfin, il est très rare qu'un éditeur voudra commencer avec vous avec un recueil de nouvelles. Ça sera surtout le roman. Le roman est vraiment le genre hégémonique, qu'on le veuille ou non, c'est un constat, et il vaut mieux essayer par le roman. Et j'ai trouvé une façon de faire un peu antichambre. J'ai publié des essais sur la littérature, sur des écrivains ou des monographies sur des thématiques. Bon, voilà, ça a été ma tactique pour essayer de me faire connaître auprès d'éditeurs, d'avoir un regard un peu plus attentif des éditeurs. Et au bout d'un certain moment, ça a fini par fonctionner, quoi. Mais je dois dire que le carburant principal de l'écrivain, qui soit entre guillemets amateur, comme vous dites, ou même confirmé, c'est l'obstination. Si on n'a pas suffisamment d'obstination, on finit par s'arrêter, malheureusement. Voilà. Et puis vous aviez l'air de dire aussi tout à l'heure que c'était aussi une façon d'exercer votre plume pour sortir de votre habitude trop journalistique. Ça aussi, j'ai l'impression que ça a compté peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur ce dialogue entre le réel et la fiction dont vous parliez tout à l'heure, puisque vous disiez que vous aimiez vous emparer de faits divers pour vous en détacher totalement et partir dans la fiction. Or, votre dernier roman, qui est le seul que j'ai lu... contredit en partie... voilà, donc je voulais savoir, donc, si je comprends bien, il résulte en grande partie de votre expérience personnelle. Oui. Donc, comment vous avez travaillé avec ce matériau, justement, et pourquoi est-ce que vous avez choisi la fiction ? Finalement, ça aurait pu être un témoignage ou autre chose. Et alors, est-ce que l'humour a permis justement d'établir une distance ? Enfin voilà, comment est-ce que vous avez travaillé avec ce matériau de manière visiblement différente de vos précédentes œuvres ? Voilà, donc pour faire une parenthèse, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'alterne dans l'écriture la fiction et les livres de non-fiction. C'est-à-dire, on peut aborder le réel dans la fiction, et j'ai commencé, disons, à traiter le réel comme matériau pour en témoigner par des récits de voyage en Sibérie, en Patagonie, au Tibet, sur les traces d'une exploratrice, Alexandra David-Neil. Et ça a été assez formateur et régénérateur dans mon processus de création, car à un certain moment, dans les années 2004-2005, j'avais une grande lassitude de la fiction telle que je la concevais, c'est-à-dire cette fiction qui consiste à se détacher du réel pour aller vers une littérature d'imagination et davantage de démarcation vis-à-vis du réel tel qu'on le connaît. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a eu, depuis que j'écris, depuis 30 ans que je publie, des étapes, une maturation, une évolution. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, le dernier roman est, comment dire, une sorte de roman de témoignage. Pourquoi un roman ? Parce que je crois à la force du roman. Il touche tout public, et on peut y introduire des dimensions comme l'absurde ou l'humour, que je ne me suis pas privé de... Le roman, la fiction vous permet de réorganiser le réel de telle sorte qu'il y ait une mécanique qui entraîne le lecteur, qui l'aide à progresser dans la lecture et à y avoir une dimension de...
c'est peut-être fort, de jubilation, de plaisir qu'il ne faut pas nier, même si c'est un roman engagé, même si c'est un roman qui se veut un témoignage sur l'état social, l'état économique d'un pays et d'une société à un moment donné. Mais effectivement, j'ai cherché essentiellement à témoigner. La dimension fiction était aussi pour introduire, comment dire, farder la réalité, pour ne pas avoir 3 procès. Voilà, c'est une dimension assez concrète aussi. Pour pouvoir, mais ça, c'est intéressant. Dans beaucoup de pays, y compris le nôtre aujourd'hui, bien qu'on soit en démocratie, mais mon premier essai a été sur un écrivain albanais qui avait vécu 45 ans sous le stalinisme et pour qui le traitement du réel dans la fiction, c'était essentiellement par la fable, par le renvoi à des périodes historiques lointaines pour pouvoir parler du présent. Ça aussi, c'est une façon de parler du réel. Et là aussi, la fiction, dans la mesure où on ne peut pas toujours mettre les noms et parler avec une exactitude parfaite du réel, sauf à avoir des procès. Vous savez, on est menacé, il y a des formes d'intimidation très concrètes, même dans les sociétés démocratiques. Donc, on utilise la fiction, on farde le réel, ou alors on utilise la dimension de la fable, du conte. C'est toujours intéressant, on n'a pas on pourrait en parler pendant On pourrait en très parler longtemps. pendant des heures. Merci beaucoup, Éric Faye. Je suis désolée, on ne peut pas prendre plus de questions, on doit s'arrêter. Mais Éric Faye est en dédicace à l'espace librairie tout de suite. Donc n'hésitez pas à venir le voir pour avoir une dédicace, une discussion et pour venir consulter cet objet étonnant. À 17h, vous pouvez retrouver une rencontre entre Sybille Grimbert et Dominique Guillot à l'espace Alvéole, qui est un petit peu plus loin là-bas, autour de la relation homme-animal, animée par Sarah Polacci. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci Éric Faye. Merci à vous et merci à tous. Et merci au Festival Effraction pour leur accueil. Merci.